Comme chaque année, 2023 a été particulièrement riche en découvertes pour la paléontologie. Voici donc 12 découvertes en vrac de 2023. Comment les sauropodes pouvaient-ils avoir un cou aussi long? C'est une question qui taraude depuis longtemps les spécialistes, même si plusieurs éléments de réponse sont publiés régulièrement. C'est notamment le cas de cette étude de début d'année s'intéressant au sauropode chinois Mamenchisaurus. Ce dernier présente l'un des plus longs coups chez les sauropodes, 15 mètres de long. Après avoir passé les restes de Mamenchisaurus au scanner, les auteurs de l'article se sont rendus compte que ces vertèbres du cou étaient à 75% composées d'air, une valeur comparable à celle des cigognes et d'autres oiseaux au squelette assez léger. Mais pour un animal de cette taille, des os légers pourraient être plus sujets aux blessures. En compensation de cette fragilité, les vertèbres de Mamenchisaurus présentent des expansions osseuses de plusieurs mètres s'imbriquant les unes entre les autres de chaque côté du cou, ce qui le rend bien plus solide. Son cou à la fois rigide et léger lui permettait ainsi d'atteindre la végétation jusqu'à 10 mètres de hauteur. Restons chez les sauropodes avec cette autre information concernant le groupe des titanosaures. Très nombreux au cours du Crétacé, ce clade de sauropodes était présent sur tous les continents, y compris en Australie. C'est au pays des kangourous que l'on a trouvé l'un des rares crânes de titanosaures connus, Diamantinosaurus. Décrit cette année, le crâne de cet animal nommé en 2009 semble attester d'une proche parenté avec le genre sud-américain Sarmientosaurus. Ils seraient tous les deux des titanosaures primitifs, vivant il y a environ 100 millions d'années. Comme le suggère la description du genre Ninja Titan en 2021, les titanosaures pourraient être originaires d'Amérique du Sud. Certains auraient ainsi pu utiliser l'Antarctique comme chemin et se retrouver en Australie au cours du Crétacé. Cette hypothèse expliquerait pourquoi Sarmientosaurus et Diamantinosaurus sont si proches et comment les titanosaures sont parvenus jusqu'en Australie. Remontons à présent le temps jusqu'au Trias, alors que les dinosaures étaient loin d'atteindre des tailles titanesques et commençaient tout juste à se diversifier. Les prédateurs dominants de l'époque n'étaient donc pas des théropodes, mais des pseudosuchiens cousins des crocodiles, comme Saurosuchus. Bien qu'impressionnant du long de ses 5 à 8 mètres, il semblerait que sa force de morsure ne soit pas aussi puissante qu'on le pensait. D'une force comprise entre 1015 et 1885 Newton, soit entre 100 et 200 kg, sa puissance de morsure est comparable à celle d'un grand chien ou d'un gavial. À titre de comparaison, celle du dinosaure Allosaurus est d'environ 364 kg de pression, 450 kg pour le lion, 1630 pour le crocodile marin, et enfin 3500 kg pour le Tyrannosaurus. Bien que Saurosuchus fût un super prédateur, sa faible puissance de morsure ne lui permettait pas de broyer les os, à l'inverse des futurs gros dinosaures théropodes qui seront au sommet de la chaîne alimentaire dans les millions d'années qui suivront. Saurosuchus devait laisser derrière lui de nombreux restes au grand bonheur des charognards. Un autre super prédateur à la mâchoire impressionnante date du Dévonien, il y a environ 360 millions d'années. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Dunkleosteus, un poisson placoderme d'une dizaine de mètres de long au crâne extraordinaire. Eh bien, d'après une étude de mars 2023, il semblerait que notre brave poisson ait été bien plus court que prévu. Pour faire simple, d'après l'auteur de l'étude, les poissons courts ont un crâne court et les poissons longs ont un crâne long. Et vous l'avez peut-être deviné, bien qu'énorme, le crâne de Dunkleosteus est plutôt court. Le véritable Dunkleosteus mesurait peut-être 3,7 mètres de long et était bien plus robuste que ce que l'on imaginait. Il pouvait sûrement atteindre le poids d'un grand requin blanc, soit un peu plus d'une tonne. Bien que sa taille ait été vue à la baisse, il restait probablement le plus gros vertébré de son temps. 148 millions d'années avant Dunkleosteus, au cours du Cambrien, d'autres prédateurs arpentaient les océans, comme Anomalocaris et les autres membres du groupe des radiodontes. Pendant longtemps, les paléontologues pensaient que ces arthropodes d'un peu moins d'1 mètre de long chassaient les trilobites et broyaient leur carapace grâce à leurs appendices buccaux. Pourtant, une étude biomécanique du mois de juillet semble démontrer qu'Anomalocaris était incapable de broyer des exosquelettes biominéralisés et qu'il se serait blessé en essayant. D'après l'auteur, il aurait plutôt utilisé ses appendices pour attraper des proies au corps mou dans la colonne d'eau. Restons dans l'océan, mais cette fois à l'ère Éocène, il y a entre 42 et 38 millions d'années. C'est à cette époque que les tout premiers cétacés vont petit à petit s'adapter à la vie en milieu marin. Ces cétacés primitifs, les archéocètes, étaient à l'origine des animaux terrestres avant de devenir des prédateurs marins comme Basilosaurus, un archéocète long d'une vingtaine de mètres.
Et 2023 fut une année particulièrement riche pour la famille des Basilosauridés, puisque 2 spécimens records ont été décrits, le plus petit et le plus gros. Le premier, découvert en Égypte, est le plus ancien spécimen de Basilosauridés africain. Long de seulement 2,5 mètres, il a été baptisé Tutcetus en l'honneur de Toutankhamon. A l'inverse, Perucetus est le plus gros basilosauridé connu à ce jour. Cet animal péruvien devait atteindre les 20 mètres de long, et si certaines estimations de sa masse s'avèrent exactes, il s'agirait du plus lourd animal de tous les temps avec ses 340 tonnes. Un titan. Cette estimation reste toutefois à prendre avec des pincettes et il pourrait plutôt peser dans les 80 tonnes. Mais il n'y a pas que les animaux marins et les dinosaures qui peuvent atteindre des tailles gigantesques, puisque les ptérosaures, des reptiles volants, pouvaient atteindre jusqu'à 12 mètres d'envergure à la fin du Crétacé. Mais ces géants pouvaient s'avérer être de bons parents. Du moins, c'est ce que prétend une étude du mois de juillet, basée sur les mesures des os de ptérosaures géants adultes et bébés. Alors que les tout petits ptérosaures du Jurassique avaient des ailes développées pour voler dès la naissance, il semblerait que les géants du Crétacé étaient si petits à la naissance qu'ils étaient incapables de voler. Les bébés devaient donc avoir besoin de leurs parents pour leur apporter de l'eau et de la nourriture jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour prendre leur envol. Les soins parentaux chez les ptérosaures, bien que simples a priori, étaient probablement un facteur expliquant leur grande taille au Crétacé. Toujours en lien avec les bébés, mais cette fois chez les dinosaures, il semblerait que les troodontidés, des petits théropodes proches des raptors, auraient eu 2 ovaires fonctionnels limitant fortement le nombre d'œufs produits par les femelles. Mais au vu du grand nombre d'œufs découverts dans une même couvée de la formation d'Oldman en Alberta, il semblerait que les troodontidés avaient un comportement de nidification communautaire. En gros, les œufs sont pondus ensemble dans un seul nid par plusieurs femelles, ce qui expliquerait la quantité d'œufs associés à chaque couvée. Des petits de différentes mères auraient ainsi éclos ensemble dans le même nid. Cette stratégie de nidification existe aussi chez certains dinosaures actuels, comme les autruches. Et en parlant de bébés dinosaures, peut-être avez-vous déjà entendu parler du bébé Psittacosaurus, découvert en 2005 dans l'estomac du mammifère carnivore Repenomamus. Eh bien, il semblerait maintenant que ce mammifère d'une dizaine de kilos ne s'attaquait pas seulement aux bébés, mais aussi aux adultes. En effet, un fossile extraordinaire décrit cette année nous montre Repenomamus en plein combat avec un Psittacosaurus subadulte. Les 2 individus étant entremêlés, il s'agirait de la toute première preuve fossile du comportement prédateur d'un mammifère sur un dinosaure non juvénile. Les 2 animaux se battaient jusqu'à ce qu'une coulée de boue volcanique ne les ensevelisse, prisonniers du temps. Bien que ce genre de fossiles soit extrêmement rare, les preuves de rapport alimentaire entre 2 espèces fossiles sont occasionnellement mises en avant grâce au contenu stomacaux des animaux. Et il y a quelques jours, une nouvelle étude décrit le contenu de l'estomac fossilisé d'un jeune Gorgosaurus, un tyrannosauridé canadien d'il y a 75 millions d'années. Juvéniles, les tyrannosauridés étaient des prédateurs plutôt graciles, à l'inverse des adultes bien plus robustes. Cette différence de morphologie induirait des niches écologiques différentes entre les jeunes et les adultes, notamment au niveau des préférences alimentaires. Les adultes robustes se nourrissaient de méga herbivores, comme des hadrosaures ou des cératopsiens, mais les plus jeunes devaient se rabattre sur de plus petites proies. Et en effet, d'après cette dernière étude, des restes partiels de 2 jeunes oviraptorosaures du genre Cytipes ont été découverts dans l'estomac du jeune Gorgosaurus. Avant de mourir, ce dernier aurait démembré ces petits herbivores et n'aurait mangé que les membres postérieurs, autrement dit, 2 bonnes cuisses de dinosaures. Autre information sur les théropodes qui a fait beaucoup parler en début d'année, il semblerait que les dinosaures carnivores, notamment Tyrannosaurus rex, possédaient des tissus mous couvrant leurs dents, des écailles labiales un peu comme des lèvres. C'est notamment le cas de beaucoup de reptiles comme le dragon de Komodo actuel. Pendant longtemps, les dinosaures carnivores ont été représentés avec les dents apparentes comme chez les crocodiles, notamment pour les rendre plus féroces et plus terrifiants. Mais il semblerait qu'une telle exposition des dents entraînerait une déshydratation et une usure accélérée des dents, ce qui rendrait la chasse évidemment compliquée si elles étaient émoussées. Qui plus est, les dents de théropodes ont l'émail dentaire très fin, et leurs fossiles ne présentent pas de traces d'usure associées à une exposition prolongée. La présence de lèvres chez les dinosaures théropodes est donc plus que probable à l'heure actuelle. Enfin, pour terminer cette longue vidéo, mentionnons l'un des 5 genres de ptérosaures décrits cette année, Balenognathus, qui, à en juger par la morphologie de son bec, était un animal filtreur qui se nourrissait des organismes en suspension dans l'eau peu profonde.
On peut encore mentionner la vingtaine de nouveaux genres de dinosaures décrits cette année, dont 7 ornithopodes, 1 thyréophore, 3 marginocéphales, 8 sauropodomorphes, dont le tout récemment décrit Butsingorititan, qui pourrait être l'un des plus grands dinosaures de tous les temps, et 5 théropodes. L'un d'entre eux, Protatlitis, est un nouveau spinosauridé espagnol s'ajoutant à la liste des spécimens européens particulièrement diversifiés en Angleterre au début du Crétacé. Un autre, Jaculinicus, a été retrouvé endormi comme un oiseau. C'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à commenter et à liker, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.